là, on va parler effectivement un nouveau service. Tout le monde en entend parler. Là, c'est 2035. Voilà, et là, en ce moment, à la télé, je ne sais pas si vous écoutez la télé ou la radio, peu importe, les médias qu'on écoute, il y a les voitures électriques, les Chinois qui vont nous vendre des véhicules électriques, l'industrie en France sur l'IRVE. Bon, on parle beaucoup, je ne parle pas d'IRVE, mais on parle beaucoup de véhicules électriques, parce que 2035, fin du véhicule thermique. Et donc, effectivement, il faut mettre en place des systèmes pour recharger le véhicule chez soi. Et donc ça, c'est le sujet que vous allez développer. Alors je voulais faire juste une petite boutade pour commencer. C'est que on est tous été dans des maisons cet été, et donc c'est moi qui paye l'énergie maintenant. Quand les amis sont venus à la maison, c'est moi qui payais l'énergie pour les amis qui viennent chez toi, parce qu'avant, tu sais, ils allaient à la station-service pour recharger leur voiture. Aujourd'hui, ils rechargent chez toi, et donc ça coûte un petit peu d'argent. Il doit y avoir des solutions, j'imagine. Oui, il y a des choses qui permettent effectivement de compter là aussi et de pouvoir demander la petite note à ses amis. Mais effectivement, vous avez raison, le véhicule électrique est depuis quelques années et assez fortement cette année, dans un contexte de coût d'énergie qui augmente, est devenu un bon marronnier que les médias aiment bien traiter. Alors, on le traite, de mon point de vue, assez mal, puisque on le traite sur le cas d'usage, à savoir la grosse borne, grosse, chère, rapide sur autoroute, qui est nécessaire, mais qui n'est là que pour, en moyenne, 10% des usages des gens. Aujourd'hui, que ça soit hier, aujourd'hui, demain, en France ou en Europe, 90% des recharges ont lieu et auront lieu sur 2 lieux, chez soi et au parking de l'entreprise, sur son lieu de travail. Voilà, donc c'est ça, donc il faut équiper le chez-soi pour pouvoir faire cette recharge. C'est l'endroit qui est un des meilleurs, et j'espère vous en convaincre et vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui. Pourquoi c'est le meilleur avant de rentrer dans cet agenda, c'est parce que c'est en général, dans 100% des cas, là que le coût de recharge est le moins cher. Ça, un endroit où on a déjà prévu d'aller, on n'a pas besoin de faire un détour pour aller à une station, qu'elle soit service ou de recharge. Donc c'est plutôt complètement efficace. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous proposer ce petit agenda, vous dire quelques mots sur qui nous sommes, récapituler en complément de ce qui a été dit par Xavier sur pourquoi cela s'inscrit pile poil dans l'agenda du jour, à savoir la rénovation des nouveaux services. Quelques définitions et enjeux pour vous donner quelques clés de lecture, je l'espère, qui peuvent vous aider à faire vos choix et structurer vos projets. Donc, Borne Recharge Service, on est un installateur et un opérateur de bornes de recharge. On a été créé en 2012, donc on a 11 ans d'expérience. On a une expertise qui est centrée sur l'habitat collectif, donc auprès des copropriétés, mais également des bailleurs. On est membre d'associations professionnelles type l'AVEM, l'AVER, l'AFOR, et on travaille à travers un contrat de concession avec le premier bailleur de France qui est CDC Habitat, pour lequel on a été retenu pour être l'entité qui déploie les infrastructures de recharge pendant 20 ans. Donc pourquoi, du point de vue de Borne Recharge Service, la mobilité électrique et la recharge, ça s'inclut complètement dans le thème de la rénovation des nouveaux services, puisque, comme on le disait précédemment, le véhicule électrique est en constante progression, 21% de part de marché sur les ventes de véhicules neufs au mois de juillet. On a par ailleurs les coûts de l'essence et du gasoil qui augmentent. On a une réglementation alors locale et internationale qui concrètement ont fait le choix que la mobilité individuelle de demain serait électrique. Ça se traduit par différentes choses, donc j'en ai cité 2 ici, donc l'entrée en vigueur des zones à faible émission. Donc la zone à faible émission n'entraîne pas mécaniquement un passage au véhicule électrique, mais quand on doit agir sur la qualité de l'air, il y aura de grandes chances qu'il y ait un volet sur réduire les émissions liées au transport, et donc on revient à ce moment-là sur le véhicule électrique. Et puis il y a effectivement une interdiction de vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035. Et de l'autre côté, on a en France, donc on a mis copropriété, mais c'est copropriété et habitat collectif en général, on a quasiment la moitié de la population qui habite en habitat collectif. Et en habitat collectif, on a 7 millions de places de parking.
Donc à la conjugaison des deux, se retrouve ce besoin d'équipement pour permettre à chacun de passer au véhicule électrique. Donc les équipements qui nous intéressent sont deux titres. On est principalement sur un prééquipement électrique, donc des chemins de câbles, un ou des points de livraison d'énergie, des armoires. Donc ils sont catégorisés ici en deux types, ce qu'on a appelé en jaune la partie primaire, ou un équipement collectif. Donc là c'est le circuit électrique, donc encore une fois un compteur d'énergie, un ou des tableaux, des chemins de câbles qui vont permettre de mailler un parking pour mettre chaque place de parking à une distance de câble de quelques dizaines de mètres, qui permettra demain à chacun, quand il sera prêt, de faire l'équipement de ce qui est en bleu à gauche, donc la partie secondaire, donc à savoir sa borne, son câble d'alimentation qui est relié à le circuit principal. Donc là on touche aussi quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment, c'est que dans un projet de recharge en habitat collectif, il y a deux niveaux de projet. Il y a le qu'est-ce qu'on fait en équipement collectif maintenant ou demain, qui permettra demain à chaque résident de faire son pas à lui au moment où lui il sera prêt et de mettre ses équipements privatifs. Quels sont les enjeux en fait en copropriété sur ces équipements? Donc, est-ce qu'il y a besoin ou pas d'une infrastructure collective? Donc, ce qu'on a vu sur la page précédente, c'est donc là, on peut rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'un équipement collectif dans une petite cour de 5-10 places sur un parking haussmannien? C'est pas forcément nécessaire s'il y a un point de livraison qui est déjà dimensionné correctement et qu'il n'y a pas beaucoup de demande. Il n'est pas forcément nécessaire de faire un investissement lourd. Et les deux autres questions fortes, structurantes, qui vont se poser, c'est cet équipement collectif, qui le couvre, qui porte ce coût? Est-ce que c'est la copropriété? Est-ce que la copropriété est prête à investir? Ou est-ce qu'elle n'est pas prête à investir? Et si elle n'est pas prête à investir, la question qui se pose, c'est comment ce coût est ventilé? Est-ce qu'il est répercuté donc, sur les copropriétaires dans leurs charges ou sur les résidents qui vont vouloir utiliser le service? Donc, ce qui m'amène à parler un peu de financement, c'est-à-dire que sur la recharge de véhicules électriques, contrairement à ce qu'on peut nous laisser entendre, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut interpréter, il n'y a pas de solution gratuite. Il n'y a rien de gratuit. Il y a des mécanismes qui permettent de structurer des projets avec des portages financiers, mais il n'y a absolument rien de gratuit. Donc les trois grands types de financement qu'on peut avoir, c'est de vous le résumer ici. Soit on a un financement direct du projet par la copropriété au travers un vote à l'Assemblée générale. Donc là, ça rend possible tous les projets. C'est plutôt un mode de déploiement qui est retenu sur des petits parkings. Au-delà que ce soit la taille du parking, c'est plutôt lié à la typologie de l'habitat. Ça va être des parkings où les gens se connaissent. Sur des parkings qui sont plus gros, plus impersonnels, c'est pas forcément au-delà du coup le schéma retenu puisque les gens se connaissent moins et n'ont pas eu la discussion entre eux. Deux autres schémas sont possibles. Le financement peut être assuré par un opérateur. Donc l'opérateur, lui, il a, comme je le disais précédemment, il n'est pas altruiste non plus. Hein, il vit là pour travailler et pour gagner sa vie. Donc lui pourra vous proposer des montages où l'équipement est à sa charge, mais c'est son équipement exclusif. C'est-à-dire que derrière, pour installer une borne ou pour utiliser le service, il faudra absolument passer par lui. Et donc, partir sur une solution comme ça, c'est aussi faire le choix que chaque résident ne justement puisse pas faire son choix et doive être contraint à passer par cette solution. Il y a une autre typologie à travers un mécanisme qui s'appelle Logivol, qui est un mécanisme déployé par la Banque des Territoires, d'avoir un financement de l'équipement collectif par Logivol justement, et eux vont pas répercuter le coût au copropriétaire, mais uniquement à l'utilisateur. Donc, il n'y a pas de meilleur schéma qu'un autre. Mais pour revenir à ce que présentait Annette sur les étapes d'un projet, il faut se poser les questions en amont. Il y a un certain nombre
de critères qui semblent importants d'étudier pour justement définir quelle est la bonne solution. Donc pour aller un peu plus dans le détail que de la page précédente, parmi les questions qui font se poser, il y a celle-ci, c'est qui va investir dans l'équipement collectif? Est-ce que c'est un opérateur? Est-ce que c'est la copropriété? Est-ce que c'est un organisme de financement tel que le J-Volt? Ou est-ce qu'on passe par une solution avec des linkies partout par le gestionnaire du réseau de distribution? Ce choix-là, déjà, après, implique donc le qui paye. Quand la copropriété investit, il y a une certaine égalité, puisque tout le monde va payer la même chose, mais ça veut aussi dire qu'on va faire payer, on va demander aux gens qui ne sont pas nécessairement utilisateurs. Et ils ne sont pas utilisateurs maintenant, ils le seront peut-être jamais, ils le seront peut-être dans 24 mois quand ils auront changé de voiture, de payer. Avec un portage financier tel que par le J-Volt, le mécanisme est fait pour que ce soit les premiers demandeurs qui payent pour tous. C'est-à-dire que dans leur schéma, entre 20 et 30% des résidents, qui sont les premiers à s'équiper, vont supporter tout le coût de l'infrastructure. L'autre point important qui va influer sur les coûts d'une manière ou d'une autre, c'est le dimensionnement électrique de l'équipement. Aujourd'hui, c'est très rarement dimensionné pour avoir une puissance disponible pour l'ensemble des places de parking. Donc ça, c'est un point vraiment sur lequel être vigilant dans vos projets, puisque en fonction du taux d'équipement qu'il y aura dans le parking, la puissance qui aura été mise au départ pourrait, à un moment donné, ne pas être suffisante. Toute la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand. Si je prends le cas d'une métropole parisienne où il y a déjà une volonté annoncée, qui est déjà sous le schéma des ZFE, qui a déjà annoncé le fait de vouloir, 1, diminuer le nombre de véhicules, 2, que les véhicules qui restent soient électrifiés. Un projet avec une puissance qui permette de desservir 20% des places est probablement sous-dimensionné. Par contre, quand on va être dans une ville ou une copropriété qui va être... je dis toujours le centre de la France parce que je suis originaire de là-bas, peut-être que ce niveau de puissance sera suffisant. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Deux autres questions importantes à prendre en compte, c'est en termes de gestion, qui gère? La beauté de passer par des opérateurs, c'est qu'ils vont assurer le déploiement, qu'ils vont assurer l'entretien, la gestion au quotidien. Et dans la gestion au quotidien, il y a la maintenance, qui est limitée sur les équipements électriques, mais il y a aussi la répartition des consommations de chacun. Et ça, c'est aussi un boulot qui n'est pas forcément neutre. Et il y a des schémas où en fait, la copro doit trouver sa solution elle-même pour faire ce comptage, qui peut être un sujet de discorde sur qui a consommé quoi au sein de... Consommation d'énergie, finalement, quand je me branche. Hein. Les kilowattheures, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ce n'est pas défini au préalable, et donc il faut dire comment on va payer l'énergie. En fait, c'est effectivement, la question, c'est comment on s'assure d'avoir compté l'énergie utilisée par chacun, et comment on s'assure que chacun de ces consommateurs va régler ce qu'il doit, en fait. Deux autres notions importantes, au-delà du coût, sont ce qu'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un grand mot sur lequel derrière se cache la capacité pour chacun des résidents de choisir son équipement à lui avec ses prestataires à lui. Équipements qui seront raccordés à l'équipement collectif. Donc dans certains cas, certains schémas le rendent possible, d'autres non. Donc là aussi, soyez vigilants, puisque il y a quand même écrit liberté, égalité et fraternité sur les frontons de nos mairies, et donc il y a la liberté de chacun à disposer de ce qu'il veut dans son espace privatif. C'est quelque chose qui est inscrit dans un certain nombre de lois, et notamment dans le code de l'habitat et de la construction. Et puis pour revenir à la question de la puissance, je l'ai évoqué un petit peu, l'évolutivité est un critère important, c'est-à-dire que si on a mal dimensionné sa puissance au départ, à un moment donné, si le taux de pénétration de véhicules électriques augmente, vous pourrez être amené à devoir remettre de la puissance. Donc ça veut dire trouver quelqu'un qui va réinvestir. Et dans certains schémas, le réinvestissement ne va pas être possible. Le J-Volt notamment ne le permet pas. Et puis une copropriété qui a déjà voté un budget pour ça aura peut-être moyennement envie de remettre au pot pour étendre l'équipement.
évidemment, on est sur un sujet qui est pris en compte par les pouvoirs publics, et donc un certain nombre de dispositifs d'aide et de financement ont été imaginés. Donc il y a évidemment un système de bonus-malus sur les véhicules pour l'achat. Et sur les équipements de recharge, il y a plusieurs dispositifs. Le premier étant un certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Advenir, qui permet à la fois de financer une partie de l'installation privative, dans la limite de 960 € par borne, et une partie de l'équipement collectif dans la limite de 8 000 €. Depuis cet été, la fourniture et la pose de ces équipements, tant privatifs que collectifs, sont éligibles à une TVA réduite de 5,5%, quel que soit l'âge de l'immeuble. Avant, c'était pour les immeubles de plus de 2 ans. Maintenant, c'est valable également pour les immeubles qui sont neufs. Après ces deux mécanismes, il y a pour chaque particulier à titre individuel le reliquat de ce qui n'a pas été transféré dans MaPrimeRénov', donc le CITE, le crédit d'impôt pour la transition écologique, qui vous permet de récupérer lors de votre déclaration d'impôt 300 € pour l'achat de votre borne. Et puis enfin, au niveau local et régional, il peut y avoir des aides tant pour les bornes individuelles que pour l'infrastructure collective, avec des mécanismes de soutien par les villes, par les régions qui sont à votre disposition. Voilà. Et les bornes de recherche avec ces équipes sont à votre disposition sur nos réseaux sociaux et lors de salons qui ont lieu à Nantes et à Paris d'ici la fin de l'année. Je vous remercie. Voilà, merci pour cette présentation. Alors, ce qu'on retient, Bastien, c'est, moi, si j'ai bien compris, c'est quand même, il y a toute une discussion à mener en amont avant de se lancer dans un projet pour bien étudier qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va aller. Et il y a une étude finalement à faire. Oui, en général, il y a deux typologies de projets. Soit on a un résident qui a un véhicule électrique ou qui planifie d'en avoir et lui dit au sein de la copropriété, je veux me recharger moi. Et il n'a pas forcément conscience de tous les enjeux. En général, maintenant, ça provoque la discussion sur OK, ce premier résident veut se recharger. Quitte à prendre le sujet, prenons-le entièrement et réfléchissons à ce qu'il nous faudra aujourd'hui et demain pour que le plus grand nombre puisse se recharger et pour effectivement être efficace et traiter le sujet une fois. On a aussi à l'inverse des sites où il n'y a pas forcément de demande. On est toujours un peu sur l'œuf ou la poule qui arrive en premier à la borne. Oui, parce que c'est ça, j'achète ma voiture, mais où est-ce que je vais me recharger? Ou alors je commence par installer l'infrastructure et puis après je vais aller pour la voiture. Il y a les deux démarches, hein, c'est un peu à discrétion de chacun. Et donc on a aussi des cas où il n'y a pas de résident qui a un véhicule électrique. Par contre, la copropriété, plus ou moins poussée par son syndic, peut être amenée à se poser la question. Et là, le point de vigilance, c'est qu'il faut vraiment réconcilier les attentes de ces trois catégories. Puisque le syndic, pour être trivial, lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir un équipement avec un comptage d'énergie séparé, donc un contrat d'énergie qui ne soit pas géré par la copropriété, plutôt pris par un opérateur, pour ne pas avoir lieu à gérer demain la répartition de l'énergie, et pas générer sur le travail supplémentaire. Pour un conseil syndical, les enjeux sont plutôt de ne pas offrir les recharges, donc que chacun paye ce qu'il consomme, et dans un certain nombre de cas, de ne pas avoir un investissement à porter. Et la troisième entité en jeu, c'est l'utilisateur, où lui, son besoin premier, c'est de se recharger et de savoir combien ça va lui coûter pour mettre sa borne et combien va lui coûter son énergie en fait. Et donc il faut vraiment imaginer des projets qui prennent en compte ces trois dimensions, puisque il y a un certain nombre de cas où on a imaginé des projets sans qu'il y ait de demande, donc ça répondait aux besoins de ces deux premières catégories. Et quand un utilisateur ou quelqu'un qui considérait adopter un véhicule électrique, qui s'est renseigné, le coût pour lui ne lui convenait pas. Donc en fait, on est dans des cas où tout le monde peut perdre, puisque les utilisateurs ne vont pas prendre le schéma qui a été retenu. Donc c'est-à-dire qu'il faudra remettre le sujet à un moment donné sur l'ouvrage et repartir du début, quoi. Ouais, alors donc du coup,
C'est un projet un peu au long cours, alors c'est-à-dire qu'il y a une étude, il y a une discussion à mener ensemble, ça se vote en AG, donc entre le moment où il y a cette première sensibilisation et le moment où on installe les bornes, il se passe combien de temps alors par expérience? Il peut se passer entre 12 et 18 mois. C'est ça, c'est à peu près l'échelle de grandeur en termes de temps? Oui, alors les deux éléments les plus structurants sont effectivement le rythme de passage en AG, puisque si on arrive entre deux AG, on a ce temps qui est dédié à la préparation du projet, mais qui ne nous fait pas avancer. Et puis, le second temps de passage qui est structurant, c'est l'intervention du GRD pour la pose, le cas échéant, Alors, GRD, il faut le gestionnaire du réseau de distribution électrique, donc pour être trivial, Enedis, qui va installer un point de livraison d'électricité, donc un compteur Linky, pour être encore une fois trivial. Ouais. Eux, ils ont une obligation là, en termes de service et de rapidité, non? Ils ont des délais qui sont définis par la loi, qui sont de l'ordre de 3 mois pour vous fournir un devis et 6 mois pour installer le point de livraison une fois que le devis a été accepté. Donc selon les cas, ils sont potentiellement, ça c'est leur limite maximum autorisée par la loi, définie par la loi. Ils sont dans certains cas plus rapides, mais là aussi c'est pas très homogène. Alors on voit les besoins là, et puis j'avais une question aussi de Nathalie, mais on voit les besoins qui sont colossaux là en termes d'équipement de parking. Finalement, c'est quoi le conseil qu'on peut donner? C'est de tout de suite se lancer dans son projet pour dire prenez le temps de réfléchir et puis de mettre en place une solution qui ira à tout le monde? Le bon conseil ou la bonne pratique, c'est effectivement de réfléchir au projet et de se faire accompagner, de conseiller, de consulter les professionnels pour justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici, prendre en compte toutes les dimensions et choisir les solutions qui conviennent le mieux aux besoins de la copropriété, parce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Ce qui est important, c'est de réaliser dans quoi on s'embarque. Oui, et puis il faut que vous arriviez aussi à suivre, à déployer, parce que c'est du travail après derrière d'arriver à déployer.